Bien, bonjour. J'ai décidé de faire un peu le point avec vous parce que je pense que certains en ont peut-être besoin, notamment sur les deux derniers chapitres. Le chapitre concernant la justice et le chapitre concernant la révolution industrielle. Alors, concernant le chapitre 2MC sur la justice, on a vu à travers ce chapitre certains grands principes du droit et de la justice française euh, que je vous rappelle et que je vous réexplique brièvement. Par exemple, les lois sont le fruit de la volonté de la population, c'est-à-dire qu'on vote pour des représentants qui vont proposer des lois et les mettre en place. Donc on est quelque part un peu à l'origine de ces lois. Deuxième grand principe, c'est que les lois elles sont égales, c'est-à-dire que les lois sont les mêmes pour tous. Troisième grand principe, c'est qu'elles sont écrites, ces lois, dans des codes, code civil, code pénal, code de la route, code du travail, enfin j'en passe, et d'autres, hein, code de la santé. Elles sont écrites parce qu'elles doivent être accessibles à tous les citoyens. Nul n'est censé ignorer la loi, pourrait vous dire un juge. C'est ça. Et puis le quatrième grand principe, c'est que les lois, elles ne sont pas immuables. Immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles elles changent, elles peuvent changer, hein, elles peuvent être modifiées. Euh, on a ce qu'on appelle des modifications de loi, hein, parce qu'elle est plus adaptée entre le temps où elle a été faite, si c'est une loi ancienne, et puis l'époque actuelle, parfois il faut la réadapter. Ça, c'est des grands principes importants de notre justice. Euh, pour ne rien oublier, il y a d'autres principes qu'on doit rajouter à cela. C'est que les lois ne sont pas rétroactives. Il n'y a pas une rétroactivité des lois. C'est-à-dire que si une loi a été prise et décidée en 2019, elle ne peut pas revenir sur une action que vous auriez fait par rapport à cette loi en 2018. C'est trop tard. La loi, elle arrive en 2019, elle va s'appliquer à tous les faits des gestes qui auront lieu à partir de 2019, à partir du moment où la loi a été votée, promulguée par le président de la République et qu'elle rentre en application. Elle ne revient pas en arrière. Sinon, vous imaginez ce que ça pourrait représenter, ce ne serait pas gérable. Donc, pas de rétroactivité des lois. Deuxième principe important aussi encore de notre justice, la présomption d'innocence. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un est accusé d'un fait qu'il en est l'auteur ou le coupable. Et donc, il faut garder cette présomption d'innocence. N'importe quel accusé y a droit. Et des fois, cette présomption d'innocence, on voit bien qu'elle n'est pas bien respectée euh, parce que on va avoir la presse qui s'emballe, par exemple, et l'opinion publique qui parfois fait de l'accusé un coupable avant même que les preuves aient été apportées de sa culpabilité et qu'il ait été jugé comme tel. Donc, présomption d'innocence, ça c'est un principe important. Le droit au procès et à la défense, c'est-à-dire que même le pire des criminels aura le droit à un procès et le droit d'être défendu par un avocat. C'est un principe important de notre justice. Et puis autre point important, le droit à la vie. Le droit à la vie, ça veut dire que la peine de mort n'existe pas en France. Plus exactement, n'existe plus. Depuis 1981, cette peine de mort a été abolie. Euh, Sachant que les années précédentes 1981, on l'utilisait déjà quasiment plus. Le dernier condamné à mort de France était en 1976. Bon, je parle pour la France, hein, parce que dans d'autres pays, ça existe encore. Voilà des grands principes de notre justice. Alors ensuite, on a une justice qui est graduée. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Graduée, il y a trois niveaux en fait. Vous avez le tribunal de police qui va juger les infractions, les moins graves, entre guillemets. Ce qu'on appellerait les simples contraventions. Une règle que vous n'avez pas respectée mais qui n'a pas engendré de préjudice majeur. Vous avez ensuite le tribunal correctionnel, qui lui, là, c'est une juridiction un peu plus importante qui va juger les délits. Alors tout ce qui concerne les vols, par exemple, les violences, tout ça, ça relève du tribunal correctionnel. Et puis au-dessus du tribunal correctionnel, vous avez ce qu'on appelle la cour d'assises, qui là va juger les crimes. Donc les meurtres, les viols, par exemple. Donc trois juridictions et on a étudié trois études de cas, trois cas
pour chaque juridiction. Voilà, donc là je vous renvoie aux exercices qu'on a vus, aux exemples concrets. On a vu tout un vocabulaire qui allait avec ça, qui sont les jurés, c'est qui le greffier, l'avocat général, le procureur. Je vous laisse revoir les définitions, il n'y a rien de compliqué, mais il faut les apprendre. On a vu, et là ça vous concerne particulièrement, que les mineurs n'étaient pas traités comme les autres. Il y a une justice particulière pour les mineurs. Alors ça a évolué dans le temps parce que un mineur au 19e siècle n'avait pas le traitement d'un mineur aujourd'hui. Par exemple, les maisons, ce qu'on appelait les maisons de correction, ça n'existe plus. Le mineur, il est traité différemment parce qu'on considère, on ne va pas considérer qu'il a un droit à l'erreur, mais qu'il est en quelque sorte un apprenti de la vie en collectivité et des lois. Et donc, on considère que on doit le punir, mais on doit, s'il est responsable d'un méfait, on doit le punir, mais on doit en même temps l'amener à comprendre et à évoluer. C'est ce qu'on appelle les mesures éducatives. Donc la justice des mineurs, elle est souvent dictée par des mesures éducatives dans un premier temps, plutôt que des mesures punitives, comme c'était le cas avant. Voilà. Ça a évolué dans le temps. Donc vous avez dû voir que si on est un mineur avant 13 ans ou après 13 ans, à partir de 13 ans, la responsabilité n'est plus la même, et de 16 à 18 ans, c'est encore pas la même. C'est-à-dire que là, les peines pénales peuvent tomber directement. Voilà en gros sur ce chapitre de MC ce que je voulais reprendre avec vous. Ah oui, j'avais oublié une autre juridiction un petit peu à part, c'est les prud'hommes. Les prud'hommes, c'est les conflits qui vont opposer les patrons, les entreprises à leurs salariés. Donc là, pareil, on a vu une étude de cas, je ne reviens pas dessus. Mais généralement, les désaccords peuvent porter sur un contrat de travail, sur des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, sur un licenciement abusif, c'est-à-dire que l'entreprise met fin au contrat de son salarié sans raison valable. Voilà. Tout ça, ça va relever des prud'hommes, du tribunal des prud'hommes, c'est-à-dire une juridiction qui s'occupe des affaires entre les patrons, les entreprises et les ouvriers, les salariés. Voilà pour le MC. Et puis, nous avons commencé un chapitre. Alors pour les 4e 1, on l'a commencé. Pour les 4e 2, on est en train de le finir. Un chapitre sur la révolution industrielle. Alors sur la révolution industrielle, plusieurs choses. C'est que cette révolution industrielle, elle part notamment de l'invention d'un procédé, c'est-à-dire la machine à vapeur, l'utilisation d'un combustible qu'on met brûlé pour chauffer de l'eau. Donc le combustible, ça va être le charbon. On le met brûlé, on fait chauffer de l'eau, et cette vapeur d'eau, on la retient à travers tout un phénomène mécanique. Cette vapeur, elle s'accumule en dessous d'un piston qui, au bout d'un moment, cette puissance de vapeur qui s'accumule en dessous d'un piston va pousser un balancier qui va entraîner une machine. Et donc ça, c'est une véritable révolution. C'est ce qu'on va appeler la révolution industrielle. Concrètement, on va passer des petits ateliers de fabrication artisanaux à la main, c'est-à-dire les produits qu'on fabriquait un petit peu manuellement, au XVIIe, XVIIIe siècle. On va passer de l'atelier, si vous voulez, à l'usine. L'usine, la différence, c'est qu'on va faire tourner des machines. On ne va plus tout faire manuellement, on fait tourner des machines. Derrière les machines, bien sûr, il y a des hommes, mais c'est les machines qui font. Et ces machines ont une puissance, bien sûr, qui est décuplée par rapport à ce qu'on était capable de faire avant. Donc c'est la naissance des usines. Et donc avec la naissance de ces usines, eh bien, on voit apparaître tout un monde ouvrier, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler dans ces usines, qui d'ailleurs parfois quittent les campagnes, c'est ce qu'on appelle l'exode rural, pour aller dans les villes industrielles travailler, essayer de gagner plus, d'améliorer leur confort, même si c'est loin d'être toujours le cas. Et à la tête de ces machines, on va retrouver des grands patrons. Et là, on va avoir un monde, entre guillemets, qui va être coupé en deux, entre les patrons, d'une part, qui possèdent les entreprises, les machines,
et les ouvriers d'autre part qui ne possèdent rien, qui n'ont que leur force de travail et leur salaire. Et donc, dans certains cas, ça va mener à des bras de fer, des incompréhensions entre monde ouvrier et patronat. Alors vous voyez, là, on tombe dans une division de la société qui est économique et qui n'est plus, si vous voulez, les trois ordres de l'Ancien Régime. Rappelez-vous, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, on avait trois ordres, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Avec la Révolution, ça a eu tendance à disparaître, et au XIXe siècle, on va avoir ce qu'on appelle des classes sociales. Donc les classes sociales, c'est des groupes, d'un point de vue économique et social, qui ne sont pas au même niveau. Donc les patrons tout en haut, ce qu'on va appeler la bourgeoisie, possèdent les entreprises, les actions d'entreprise, les machines. Tout en dessous, on va avoir le monde ouvrier, donc les ouvriers, les salariés, et entre les deux, on va voir apparaître, on l'a vu dans le cours, une classe moyenne. On va voir apparaître une classe moyenne. Donc la classe moyenne, c'est la classe, si vous voulez, qui est plus riche que le monde ouvrier, mais qui n'est pas aussi riche que la bourgeoisie. Donc cette classe moyenne, elle va être composée au XIXe siècle de journalistes, d'avocats, d'enseignants, toutes ces professions un petit peu intermédiaires. Et cette classe moyenne, elle essaye de bien sûr se démarquer du monde ouvrier, elle ne veut pas être considérée comme le monde ouvrier. Alors elle se démarque par quoi? Par l'habillement, par les bonnes manières, par l'éducation des enfants par exemple. Je rappelle qu'à l'époque, l'école n'est pas gratuite, il faut la payer, donc on finance ces classes moyennes sont très concernés par exemple et très impliqués dans le financement d'études pour leurs enfants par exemple. Voilà, donc si vous voulez, clergé, noblesse, tiers-état ont été remplacés en quelque sorte par une autre tripartition de la société, bourgeoisie, classe moyenne, monde ouvrier, prolétariat, on dit pour le monde ouvrier aussi. Et donc ce monde ouvrier, il souffre. Et avec ces trois groupes, ils souffrent parce qu'ils gagnent des maigres salaires, les conditions de travail sont difficiles. Alors vous avez dû voir à travers les extraits du film Germinal les conditions de travail des mineurs, par exemple, et les conditions de vie des mineurs dans les mines de charbon, c'était compliqué. Donc, avec ces groupes économiques et sociaux, on voit apparaître ce qu'on appelle des idéologies, c'est-à-dire des manières de penser différentes. Vous avez des intellectuels qui vont soutenir les patrons, les entreprises, et puis vous avez des intellectuels qui vont plutôt soutenir les salariés, le monde ouvrier. Alors, c'est ce qu'on va appeler ceux qui vont plutôt soutenir le monde des entreprises, les patrons. C'est plutôt ce qu'on va appeler les libéraux. Et puis, ceux qui vont soutenir le monde ouvrier et les salariés, ça va plutôt être la naissance de ce qu'on appelle les socialistes, le socialisme. Donc, c'est une manière de penser totalement différente de l'idéologie libérale, les libéraux. Alors, les libéraux, ils pensent quoi en gros? Ils pensent que le patron peut faire travailler les salariés le temps nécessaire. En fait, les libéraux pensent qu'il ne faut pas mettre de limites. C'est-à-dire qu'il faut laisser les entreprises gérer leurs affaires comme elles l'entendent, totalement librement. Les socialistes pensent tout l'inverse. C'est-à-dire que si on laisse les patrons et les entreprises gérer leurs affaires comme elles l'entendent, elles vont surexploiter les ouvriers qui en deviendraient presque des esclaves. Et donc là-dedans, il faut que l'État soit l'arbitre et mette des règles. Voilà ce que pensent certains. Alors les socialistes à l'époque vont plus loin, certains disent qu'il faut faire une révolution, c'est-à-dire que les ouvriers s'emparent des entreprises et qu'il y ait plus de partage. Donc eux vont très très loin. Certains patrons libéraux vont très très loin aussi, il ne faut aucune règle. Il faut que les entreprises puissent faire leurs affaires comme elles le veulent, sans aucune règle sur le temps de travail, sur les conditions de travail par exemple. Et puis il y a des positions un peu plus mesurées. Alors il y en a justement qui vont plutôt être dans l'optique de faire en sorte que l'État soit un peu l'arbitre entre les deux camps. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé puisque globalement, les entreprises ont des règles à respecter sur le temps de travail, par exemple, 35 heures par semaine.
sur le salaire à donner, il y a un salaire minimum. Et ben à l'époque, c'est ça qui se joue. C'est cet arbitrage entre les ouvriers d'un côté, d'une part, et les patrons d'autre part. Voilà. Donc on voit que les ouvriers, ils arrivent progressivement à obtenir quand même de meilleures conditions, à se défendre un peu grâce à ce qu'on appelle les syndicats. Et puis, faut pas voir la chose tout en noir ou tout en blanc, c'est-à-dire qu'il y a certains patrons qui essayent d'avoir une attitude plus positive avec leurs salariés. À la fin du 19e siècle, c'est ceux qu'on appelle les paternalistes. Paternalistes, ça vient de père, des patrons qui se comporteraient comme des pères de famille vis-à-vis de leurs salariés, de leurs ouvriers. Alors ils leur construisent des logements, par exemple, ou ils leur font payer un loyer pas trop cher. Ils leur fournissent l'accès à l'énergie, par exemple, l'électricité. Ils leur font des prêts, par exemple des prêts d'argent, des avances sur salaire, voilà. Ça existe. C'est pas la majorité des patrons au 19e siècle, mais ça existe dans certaines régions, des patrons, des entreprises, des patrons qui se comportent ainsi et dont les salariés ne se plaignent pas tellement finalement parce qu'ils ont l'impression d'avoir un patron qui se soucie de leurs problèmes et qui s'occupe d'eux. Voilà, bon, c'est vrai que cette forme d'entreprise paternaliste aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Elle a existé jusque dans les années 70-80 et puis après, avec la mondialisation, elle a disparu. Voilà, et puis on voit le pape, le discours du pape, puisque à un moment donné, socialistes et libéraux se tournent aussi vers la religion ou en tout cas s'intéressent quand même un petit peu à l'avis de la religion là-dessus. L'Église, la religion chrétienne, qui est encore majoritaire en Europe, et le pape et l'Église catholique a une position mesurée, c'est-à-dire que les riches ne doivent pas exploiter les ouvriers comme des esclaves, et en même temps, les plus pauvres ne doivent pas non plus envier les plus riches, et donc il faut que l'État arbitre un petit peu tout ça en fixant des limites. Voilà à peu près en gros la position de l'Église catholique dans ces grands bouleversements du 19e siècle. Là-dedans aussi, on a des Européens qui vont changer d'air, entre guillemets, pour réussir ailleurs. C'est notamment l'émigration européenne, pardon, vers l'Amérique. Alors les Italiens, par exemple, on a pris cet exemple-là, qui migrent massivement parce que l'Amérique est une terre sur laquelle on a l'impression que tout est possible, qu'on peut réussir, qu'on peut s'enrichir vite. Il y a moins de règles, moins de freins, et donc on a une émigration européenne, donc ça va concerner tous les pays européens, certains plus que d'autres. Je vous dis l'Italie, l'Irlande, par exemple. Beaucoup vont partir aux États-Unis, en Amérique, réaliser ce qu'on appelle le rêve américain, c'est-à-dire une réussite rapide. Voilà, sur ce chapitre, en gros, pour essayer de faire le point avec vous sur ce chapitre. Eh bien écoutez, je vous laisse, j'espère que tout le monde se porte bien, et puis je referai un point d'ici quelques temps.